Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons de la vérification de circuits numériques. Voici ce qu'on va couvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, on va faire un rappel de la vérification par banc d'essai. On va parler du plan de test. On va considérer les qualités d'un bon ensemble de vecteurs de test. Et on va regarder l'analyse statique du code et le suivi des bugs. La vérification d'un circuit, on en a déjà parlé, c'est un problème qui est en général assez difficile. La vérification est indiquée avec un rectangle rouge dans le diagramme qui montre le flow de conception de circuits numériques. En général, on considère que la vérification nécessite autant d'efforts que la conception elle-même. Et puis, la vérification, c'est un art. Alors, il y a lieu de se poser des questions sur des façons efficaces de faire la vérification d'un circuit numérique. Le banc d'essai, on en a déjà parlé, il doit effectuer les tâches suivantes. Instancier le circuit à vérifier, générer des vecteurs de test et les appliquer au port d'entrée du circuit, générer automatiquement des réponses attendues aux vecteurs de test, faire la comparaison et possiblement lire des stimuli d'un fichier et écrire des réponses dans un autre fichier. On a ici un exemple de banc d'essai pour un module additionneur à 3 bits qui est encadré en bleu au bas de la diapositive. Le banc d'essai instancie l'unité de test, l'unité à tester, il applique des vecteurs de test et il fait une vérification entre les réponses aux vecteurs de test et des réponses qui sont calculées dans la fonction somme 3 bits. La vérification hiérarchique est alignée sur la décomposition hiérarchique du système à vérifier. Ça veut dire qu'on aurait par exemple un système complet sur lequel on ferait des tests. Et ce système pourrait être composé de plusieurs unités. Et sur chacune des unités, on ferait des tests aussi. Et à l'intérieur des unités, on aurait des modules et on pourrait faire des tests sur chacun des modules. Alors évidemment, il n'est pas en général possible de faire des tests de complexité aussi élevée sur le système au complet que sur des modules. Donc les modules, on va tendre à les vérifier complètement. Les unités, on va les vérifier autant que possible et le système, bien, on va d'une part s'assurer que chacune des unités et modules qu'il compose ont été bien vérifiés et on va faire encore une fois autant de tests que possible sur le système. Mais comme il est très complexe, on ne pourra pas tout vérifier, c'est impossible. De façon à bien vérifier les systèmes, les unités et les modules, on va préparer un plan de test. Le plan de test va détailler la stratégie employée pour effectuer la vérification complète du système. La complexité et le niveau de détail du plan de test dépendent de la taille du module, de l'unité ou du système qu'on va vérifier. Le plan de test devrait comprendre la couverture du test, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités qu'on va vérifier, quelles sont les méthodes qu'on va utiliser pour faire les tests et qui est responsable de quel test. Le plan de test pourrait être élaboré en 3 étapes. Premièrement, extraire les fonctionnalités requises du système. Deuxièmement, prioriser les fonctionnalités à vérifier. Et troisièmement, créer finalement les vecteurs de test. La première étape consiste à extraire les fonctionnalités requises du système. Donc, je vous demande de regarder le carré où il y a du texte en bleu et d'extraire de cette spécification quelles sont les fonctionnalités du système. En général, c'est une tâche qui est assez difficile parce que la spécification pourrait parfois être ambiguë, parfois elle est incomplète. Il est à peu près impossible d'extraire automatiquement les fonctionnalités à tester à partir de la description de la spécification. Certaines fonctionnalités aussi sont implicites. Puis d'autres fonctionnalités ou comportements qui ne doivent pas être présents ne sont pas nécessairement clairement décrits dans la spécification. Donc, extraire les fonctionnalités, c'est une tâche difficile. On peut s'aider en catégorisant les fonctionnalités à vérifier. Par exemple, ici, je donne 4 catégories. Premièrement, il doit être possible de placer le système dans son état de départ valide à partir de n'importe quel état. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un reset? La deuxième catégorie, c'est à partir d'un état valide, et étant donné une entrée qui est valide, le système doit se placer dans le bon état qui est valide aussi. La troisième catégorie, c'est à partir d'un état valide et une entrée qui est valide aussi, le système ne doit pas se placer dans un état non valide ou un état incorrect. Quatrièmement, à partir d'un état valide, étant donné une entrée qui n'est pas valide, le système ne doit pas se placer dans un état qui n'est pas valide ou bien dans un état incorrect.
Alors, à partir de ces catégories-là, on peut choisir des vecteurs de test en fonction de ces catégories. La deuxième étape consiste à prioriser les fonctionnalités à vérifier. En général, il y a beaucoup de fonctionnalités à vérifier. Donc, on peut les placer en ordre de priorité et ça va nous aider à concentrer notre effort. Premièrement, les fonctionnalités qui correspondent à des contraintes de sécurité devraient toujours être considérées en premier. Ensuite, les fonctionnalités qui correspondent à des besoins fondamentaux du système, qui sont identifiés dans les spécifications, devraient être vérifiées de façon prioritaire. Troisièmement, les fonctionnalités qui faciliteraient l'utilisation du système pourraient ensuite être considérées. Et en dernier, les fonctionnalités qui sont facultatives ou qui sont futures, on peut en prendre note sans nécessairement leur accorder plus d'efforts à ce point-ci. La troisième étape pour l'élaboration du plan de test, c'est la plus importante. Elle consiste à créer un ensemble de vecteurs de test. On crée un ensemble de vecteurs de test pour chaque fonctionnalité à vérifier. Il faut établir comment on va vérifier la fonctionnalité et comment établir qu'elle est satisfaite ou non à partir des signaux du système. On va déterminer les vecteurs de test spécifiques qui permettent de stimuler la fonctionnalité désirée. Et puis, ça peut être aidant de dresser un tableau des fonctionnalités, priorités, responsabilités et statuts à mesure que le projet avance. Sur la diapositive, je donne un exemple où 7 fonctionnalités ont été identifiées dans notre exemple de la pile. Et puis, on leur donne une priorité, on sait quelle personne est responsable dans l'équipe. Et pour le suivi, on assigne un statut à chacune des fonctionnalités qui est présentement considérée. Considérons maintenant les qualités d'un bon ensemble de vecteurs de test. Tout d'abord, un ensemble de vecteurs de test est composé de plusieurs vecteurs de test. Un vecteur de test, c'est un ensemble d'entrées qu'on applique à l'entité à tester. Donc, l'ensemble de vecteurs de test, ce sont tous les vecteurs de test qui seront appliqués un après l'autre à l'unité à tester. Donc, si j'ai deux ensembles de vecteurs de test, un est plus grand que l'autre et les deux découvrent les mêmes bugs avec la même précision et tout ça, celui qui est plus petit est favorable, il est meilleur parce que ça va prendre moins de temps pour appliquer tous les vecteurs qui le composent. La deuxième qualité, c'est de pouvoir identifier la source des bugs. Donc, un bon ensemble de vecteurs de test contient des vecteurs de test qui nous permettent non seulement de détecter que le système ne donne pas la bonne réponse, mais en plus nous donne une indication sur quelle partie du système est responsable. La troisième qualité, c'est que le test doit être reproductible. Il doit être facile de recréer le bug. La quatrième qualité, c'est qu'on devrait pouvoir automatiser le test facilement à l'aide d'un banc d'essai, par exemple. Et finalement, la dernière qualité qui est assez bien reliée à la première, c'est que le test doit pouvoir s'exécuter dans un temps raisonnable. Raisonnable ici dépend de la complexité du système. Pour un laboratoire de 3 heures, on espérait que le test va prendre quelques minutes au maximum. Dans un projet intégrateur, probablement quelques minutes à quelques heures. Et pour un système de grande envergure, le test peut prendre facilement toute la nuit ou plus. L'analyse statique du code consiste à inspecter le code avant même qu'on en fasse la compilation ou à tout le moins au même moment qu'on fait la compilation. L'analyse statique permet de détecter que certaines pratiques de codage n'ont pas été suivies. Souvent, différentes entreprises vont adopter des pratiques de codage interne de façon à ce que tout le monde puisse facilement lire et comprendre le code écrit par d'autres personnes dans l'équipe. Aussi, les pratiques de codage sont basées sur l'expérience des concepteurs dans l'entreprise. Donc, les kits de codage sont développés avec le temps, au fur et à mesure, et vont souvent nous donner une indication sur la culture interne de l'entreprise. Il existe donc des outils de vérification qui vérifient le code pour sa conformité avec ces guides de codage. Par exemple, en VHDL, on pourrait considérer les règles suivantes. Par exemple, est-ce qu'il y a des opérandes de largeur différente dans une expression? Est-ce que le nom de l'entité est différent du nom du fichier? Est-ce qu'il y a des signaux ou des variables qui n'ont pas été initialisés avant d'être utilisés, etc. Le premier programme qui faisait ce genre d'analyse s'appelait lint. En anglais, lint veut dire de la poussière sur un vêtement. Et aussi, ça peut servir de verbe qui sert où on veut enlever la poussière sur un vêtement. Donc, l'analyse statique correspond à enlever déjà les erreurs qui risquent de se trouver dans notre code. La détection, l'identification et le suivi des bugs sont des outils très puissants dans une équipe
à mesure qu'on travaille sur un projet. Donc, le but, c'est de voir, à mesure que le temps progresse, combien de bugs ont été générés, combien ont été réglés, et puis combien, et d'avoir une indication ainsi si notre système commence à se stabiliser ou non. Par exemple, si on a un graphique ici en fonction du temps, du nombre de bugs qui sont découverts, si on a T ici, ici N le nombre de bugs qui sont découverts, eh bien au départ, on commence les tests, et puis là finalement, on raffine nos tests, on commence à découvrir plus de bugs, et avec un peu plus tard, le nombre de bugs découverts total se stabilise, on arrive avec une nouvelle procédure de test où on découvre de nouveaux bugs, et puis après un certain temps, on ne découvre plus vraiment de nouveaux bugs. À ce moment-là, on peut dire que probablement que notre système a été bien vérifié et qu'on est prêt de pouvoir le livrer. Les systèmes d'identification et suivi nous permettent aussi de documenter les bugs et ainsi d'assurer qu'ils sont réglés de façon efficace et rapide par l'équipe. Ceci conclut cette présentation. On a regardé brièvement le plan de test, on a vu les qualités d'un bon ensemble de vecteurs de test et on a décrit les principes d'analyse statique du code et du suivi des bugs.